d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Et puis alors le troisième mode de commercialisation, c'est ce qu'on appelle l'activité de petits grossistes, c'est-à-dire que les magasins à la ferme, les traiteurs, les restaurants, un peu de collectivités commandent les produits des autres de la coopérative. Et donc, on assemble tout ça ici, on réceptionne, on assemble et on redistribue dans les magasins à la ferme. Soit on va l'amener, soit ils viennent chercher. Donc, soit au livre, soit ils viennent chercher. Et donc là, ça fait aussi une partie de l'activité de commercialisation. Ok. Alors, on passe au deuxième métier? Ouais. Donc, le deuxième métier, c'est la mise en réseau des producteurs et l'appui aux producteurs. Donc, le premier constat, c'est que la plupart des producteurs qui démarrent une activité de maraîchage sur petite surface, de fabrication fromagère artisanale, de microbrasserie ou de traiteurs, de préparateurs de plats préparés, etc., de façon artisanale, sont des néoproducteurs. Ils sont là depuis moins de 10 ans, 5 ans plutôt. C'est des activités fragiles, c'est des producteurs qui n'ont pas encore stabilisé leur modèle économique et qui, au niveau des techniques de production, ne maîtrisent pas encore tout. Donc, puisque les vieux n'étaient pas là pour leur apprendre, et donc il faut réinventer. Et donc là, on mène une série d'actions, je dirais, pour renforcer ces producteurs. Alors, la première chose qu'on a faite, c'est les réunir par filière. Les maraîchers, les fromagers, les traiteurs, principalement. Avec les maraîchers, on a... ça fait 4 ans qu'on le fait, organiser une planification des cultures. Donc, en évaluant un peu quelles étaient les ventes de l'année dernière, quelles sont les prévisions pour l'année prochaine en fonction des taux de croissance qu'on a fixés, et puis qui s'engage à produire légume par légume, mois par mois, en essayant d'avoir 2-3 producteurs par légume et pas 10. Ça marche plus ou moins. On a toujours été fort en croissance, donc généralement les prévisions étaient un peu sous-estimées. Donc voilà. Donc, et avec les maraîchers toujours, on a fixé ça depuis l'année dernière seulement. Au départ, notre système, on y reviendra, de fixation des prix, c'est chacun fixe son prix comme il le souhaite. Chaque producteur fixe son prix librement dans un système de marge fixe où nous, on prend 20 ou 30% sur le prix final en fonction s'il s'agit directement de la vente en ligne aux particuliers ou s'il s'agit de la vente en magasin ou en grossiste. Donc 30% à ce moment-là. Donc les producteurs fixent leur prix. Mais avec le maraîchage, une carotte, c'est une carotte. Et donc, on se retrouvait avec un peu une concurrence interne entre maraîchers. Et donc là, l'année dernière, on a fixé ensemble des prix. Sachant quand même que on mettait comme limite de dire, écoutez, vous ne vendez pas moins cher chez vous dans votre magasin. Par exemple, tous nos maraîchers ont un point de vente. Donc, ils ont un magasin à la ferme où ils vendent sur un marché, mais ils ont tous un point de vente. Donc, on leur dit, OK, vous fixez vos prix, mais vous n'avez pas à vendre moins cher chez vous qu'à la coopérative. Donc, sur base de cette règle-là, on est arrivé à un tarif, d'autant plus que, comme ils ont un magasin, beaucoup de maraîchers achètent aussi des légumes chez les autres maraîchers via la coopérative. Donc, il y a un équilibre du prix qui arrive à se faire.
Alors, on est clairement plus cher que la grande distribution. On n'essaye pas de faire la bagarre avec eux sur le prix. Bon, sinon, on fait la bagarre, hein, mais pas sur le prix. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est le groupement d'employeurs. Donc là, on constate que nos producteurs, beaucoup, se développent quand même, doivent engager du personnel. C'est souvent des premiers engagements, c'est pas simple. Donc, avec le groupement d'employeurs, on a engagé pour le moment, il y a 10-12 personnes qui travaillent chacun normalement chez 2 ou 3 producteurs différents. Et donc ça fonctionne depuis 4 ans, je crois, hein, 4-5 ans. Voilà, on arrive. Donc, les producteurs s'engagent tous les 6 mois sur un horaire. Et on revoit ça tous les 6 mois avec une saison d'été, une saison d'hiver, puisque bon, les besoins sont différents suivant les saisons. Et c'est la coopérative, donc ça, c'est le groupement d'employeurs, c'est une structure autonome, et c'est la coopérative qui gère le système. Et donc, le groupement d'employeurs engage sous les barèmes de la commission paritaire qui est plutôt agriculture ou maraîchage, puisque c'est les principaux. Voilà. Et on va chercher, comme n'importe quelle entreprise PME, toutes les aides disponibles, ce qui nous permet de refacturer l'heure prestée chez les producteurs à 14 € de l'heure. Donc, on était même un peu plus bas au départ, 14 € aujourd'hui, et on peut encore tenir sans doute et puis les aides étant dégressifs, il est possible, il est probable. Oui, on vous perd. On vous perd. Benoît. Quelqu'un? Voilà. Oui. Vas-y, reprends un tout petit peu avant, parce que l'on vient de te perdre. Et vous m'aviez perdu quand? Il y a 10 secondes. Il y a 10 secondes. Bon, donc le groupement d'employeurs, ça je vous ai raconté déjà tout à fait. Oui, en grosse partie. Bon. Donc voilà. Alors, après le groupement d'employeurs… Attends, on va peut-être faire une première… Il y a deux questions qui sont posées, comme ça on va les épuiser déjà un petit peu. Oui, c'est bien. Donc, au travers de ce que vous dites déjà en matière d'accompagnement et de structuration au niveau des producteurs, il y avait une question qui était: comment avez-vous mobilisé les producteurs autour du projet et quelles étaient les raisons de leur implication? Vous parlez du support de l'accompagnement, du fait de pouvoir regrouper évidemment leur production et de pouvoir distribuer aussi entre les maraîchers, par exemple, les productions. Mais le groupement d'employeurs est aussi une raison qui permet de pouvoir fédérer les producteurs autour du projet. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui peuvent être cités? La bande passante à Floref n'est pas terrible. Donc voilà. Mais donc là, vous m'entendez? Oui, oui. Bon. Enfin, la première raison pour laquelle on arrive à mobiliser les producteurs, c'est qu'on leur sert à quelque chose. On vend. Et moi, j'ai l'habitude de dire, on vend, ça c'est la pompe, et puis le reste vient après. Faire des pow-pow pour voir comment on va faire les choses pendant 110 ans, si tu ne sers pas concrètement. Donc, je dirais, la première légitimité qu'on a, c'est qu'on vend. Et donc, à partir de là, on peut, les producteurs se disent, waouh, ouais, ça sert à quelque chose. Et on peut passer aux étapes suivantes, qui est de voir comment on peut mieux organiser la production pour répondre à cette vente qui est croissante. Mais franchement, j'ai déjà dit plusieurs fois en réunion, la pompe, il faut montrer qu'on est légitime, et la légitimité pour une coopérative de distribution, c'est de distribuer. Donc, c'est d'abord ça.
Oui, mais comme tu l'as dit, vous avez, il y en a quelques fois qui se marchent un petit peu sur les pieds, qui produisent le même type de produit. Et donc, est-ce qu'il y a aujourd'hui, vous avez atteint une limite en termes de producteurs participants ou membres de la coopérative, ou est-ce que vous avez limité ce nombre, ou bien comment ça s'organise? Et donc, d'abord dire aussi rapidement, dès la création de la coopérative, on les a réunis beaucoup de fois et par filière. Et donc, il y avait des besoins qui se sont manifestés à ce moment-là, comme par exemple ce besoin d'engager ou ce besoin de se réunir ou de partager des compétences. C'est pour ça qu'on a continué aussi ces réunions par filière en parallèle, je veux dire, avec l'organisation de la distribution. Hein. Alors, ben, au début, comme on a dit, c'était 20, puis ça a été 30, puis 40, et donc c'était aussi plus facile. Je dirais la deuxième chose Je vais vous demander de couper votre caméra parce que la bande passante importante, est à très côté mauvaise. Je me demande si ce ne serait pas mieux dans une autre question. Ça va comme ça ou Là, ça va mieux, mais si jamais Xavier, ça va? si jamais ça recoupe encore, je vous demanderai de couper la caméra momentanément et je projetterai vos photos. Toi, tu crois que c'est ça qui pompe, en fait? Oui, c'est ça qui pompe, à mon avis. Ah ouais, ok. Donc, la deuxième chose, en plus que de vendre, je dirais, c'est qu'on se voit toutes les semaines, tous les jours presque. Les producteurs, ils viennent ici livrer. Hein, donc, ils voient l'équipe. Quand ils ont quelque chose à demander, c'est en direct, ils montent dans les bureaux. Et ça fait aussi un lien qui fait qu'il y a un engagement plus fort dans les activités de la coopérative, quoi, hein. Et dans les différentes activités, on parlera après des ciné-débats ou des conférences et tout ça. Quand on a besoin de leur expertise, ils viennent aussi. Les visites avec les consommateurs, ils sont là aussi. Donc, il y a un va-et-vient tout le temps entre eux individuellement, ou presque, et la coopérative. Et puis, il y a un va-et-vient entre eux en groupe et la coopérative, quoi. Alors, tu me demandais comment est-ce qu'ils rentrent dans la coopérative? Ben, donc, au départ, on avait un projet avec les producteurs. C'est toujours le cas aujourd'hui en termes de gouvernance, on y verra tout à l'heure, puisqu'il y a des producteurs dans le conseil d'administration et dans les différentes instances. Donc, le principe, c'est que quand on est nouveau producteur, quand on est producteur de la région, on fait sa demande d'abord au service ici. Donc, il y a Alice qui s'occupe du contact producteur et avec Benoît qui supervise et Bertrand. Il y a un premier contact qui se fait, puis il y a une description un peu de l'activité. On va voir sur place quand il faut aller voir sur place. Puis, il y a une demande d'avis à tous les producteurs avant que le conseil d'administration ne décide s'il rentre ou s'il ne rentre pas, avec une série de critères, quoi. Donc, les critères du fait d'être sur le territoire de la République, comme on dit ici, donc des 10 communes, le fait d'arriver, alors si on a déjà 5 apiculteurs et qu'il y a un 6e qui arrive, on ne va pas prendre un 6e, quoi. Hein, les autres ne vont pas vendre, donc ça ne va servir à personne. Rassurez-vous, en termes d'apiculteurs, on n'en a qu'un. Mais voilà, on pourra en avoir un deuxième, mais sans doute pas 3, parce qu'on ne va pas vendre pour faire vivre 3, quoi. Donc, il y a aussi cette question-là. Donc, la qualité et le type de culture, la disposition à participer à une coopérative, mais aussi qui est déjà en place et comment est-ce qu'on peut accepter. Alors, au départ, c'était oui ou non. Maintenant, on est beaucoup plus souple. On a des producteurs seniors, hein, qui sont là avec tous leurs produits. Et puis, Je vais te demander de couper comme la caméra. juniors, c'est-à-dire avec les produits que les autres n'ont pas. Je coupe la caméra? Oui, coupe la caméra, merci. Vas-y, continue. Voilà, ça va mieux comme ça? Oui, ça va mieux. Ouais. Donc, il y a des producteurs seniors, donc qui viennent avec tous leurs produits, et puis il y a les producteurs juniors, donc qui viennent avec qui viennent avec les produits que les autres n'ont pas ou quand ils ne les ont pas, quoi. Voilà. Et on a à côté de ça des producteurs extra,
donc qui ne sont pas sur le territoire de la République et qu'on va vraiment chercher que quand on n'a pas chez nous. Et ces producteurs extra sont souvent des producteurs des autres coopératives de Saaxay. On expliquera ce que c'est Saaxay tout à l'heure. Ok, alors peut-être déjà aussi épuiser des questions concernant bon, d'abord, peut-être une question concernant les magasins existants, les magasins de produits locaux existants sur le territoire de la République. Est-ce que vous avez eu des démarches particulières pour éventuellement en faire des partenaires ou est-ce que c'est indépendamment de ça, afin peut-être d'éviter des concurrences ou des éléments de ce genre? Alors, nos premiers partenaires, c'est les magasins à la ferme. Et avec les magasins à la ferme, on a mené toute une réflexion pour dire, soyons cohérents. Vous avez les produits de votre ferme, mais pour compléter votre gamme, ce qui a du sens, de créer des vraies épiceries et pas uniquement un endroit où on va vendre le beurre et le fromage de la ferme, mais une vraie épicerie, mais privilégier les produits de vos pairs et n'allez pas chez un grossiste qui se fournit chez des gros producteurs belges ou étrangers. Et donc là, on est d'ailleurs en train de créer une sorte de club de magasins qui sont en circuit court avec des critères. Aujourd'hui, tout le monde se réclame du circuit court. Colruyt, Carrefour, ils sont tous magnifiques. Donc, mais tout ça, c'est du pipeau. Et donc, ce qu'on veut, c'est là maintenant, c'est vraiment consolider avec les magasins à la ferme. C'est notre priorité. Alors, il y a d'autres magasins qu'on fournit à travers le petit grossiste. Généralement, ils sont venus nous trouver et qui ont envie de renforcer leur gamme de produits locaux. Mais il faut se rendre compte que beaucoup de magasins aujourd'hui bio ou de vrac se fournissent essentiellement chez des grossistes et les produits locaux ne constituent qu'une toute petite partie. Dans nos magasins, c'est 100% les produits de nos producteurs. Il n'y a pas de produits, on ne complète pas avec BioFresh, Interbio ou autre. Donc, voilà. Donc, Ok. Peut-être concernant le prix aussi, est-ce que tu disais, bon, on est plus cher que la grande distribution, mais c'est de quel ordre c'est une question qui est posée dans le chat. Donc, ça dépend des produits. Et puis, est-ce qu'on peut comparer les produits? Voilà. Donc, justement, là, une pomme de terre, bah, tu peux trouver de la pomme de terre chimique pour 3 fois rien en grande distribution. Nous, on vend de la pomme de terre, je ne sais pas, en euros, 1,50 € du kilo. Et tu peux la trouver à 50 centimes. Hein. Donc, bon, ça, c'est l'extrême. Voilà, en produits bio, généralement, la grande distribution, jusqu'il n'y a pas longtemps, prenait des marges incroyables, faisait x2, x3 par rapport à leur prix d'achat. C'était une niche pour Bobo qui ne regardait pas au prix. Ils sont en train de changer leur stratégie en baissant les prix du bio, mais toujours en achetant à bas prix dans la production industrielle bio. Et donc, voilà, donc on est plus cher. C'est difficile de dire par catégorie de produits, et notre communication n'est jamais sur le prix, sauf pour dire il faut mettre le prix si vous voulez manger correctement et soutenir un modèle de production et donc un modèle de société qui mise sur l'intelligence et le savoir-faire des producteurs et des consommateurs. Revenir un petit peu sur le mécanisme de fixation des prix, notamment pour le maraîchage. Tu disais, au départ, c'était les producteurs qui fixaient ce prix. Maintenant, ça se fait de manière un petit peu coordonnée, collective. Est-ce que tout le monde, on arrive à des consensus assez facilement? Oui, on est arrivé. C'était finalement par rapport au prix qui était pratiqué avant,
on avait des fourchettes de prix entre les producteurs. Quand on a fixé un prix uniquement maraîchage, il n'y a pas eu énormément d'écart. Donc, et certains prix ont monté, certains prix ont baissé. Donc, ça n'a pas été trop compliqué. Voilà. D'accord. Ok, on va passer mais la discussion n'est pas finie et on va de nouveau, chaque année, on remet le truc, on va de nouveau rediscuter. Donc, je crois que c'est jouable, mais voilà. Mais ça a été pas trop compliqué la première année, en tout cas. Pour revenir sur les prix de la grande distribution, notre communication est très forte aussi sur le fait que ce ne sont pas les mêmes produits, au fait. Quand tu pèses un litre de glace chez nous et un litre de glace de la grande distribution, tu as quasi 2 fois le poids. Donc, je vous invite à faire l'expérience, c'est assez drôle. Donc, puisqu'il y a de l'air qui est injecté. Quand tu achètes un kilo de tomates chez nous, déjà, tu as le choix en plein de variétés et puis elles sont toutes plus goûteuses les unes que les autres. Ça n'a rien à voir avec un kilo de tomates de la grande distribution qui est fade. Et donc, tout notre boulot d'éducation permanente, de contact client, de contact bénévole, parce qu'eux expliquent aussi, avec les salariés de nos magasins, c'est aussi sur le type de produit qu'on vend, quoi. Pas seulement dire, bah oui, on est plus cher parce qu'on défend un modèle. C'est vrai aussi, mais c'est aussi vrai que c'est sur la qualité et sur le type de produit qu'on distribue qu'il faut parler. Voilà. Et ça, sont très sensibles à ça, la génération, les jeunes maintenant, mais aussi les personnes plus âgées qui ont connu une variété de produits, puis qui se sont retrouvées avec une homogénéisation et qui maintenant retrouvent de nouveau une variété et une diversité, quoi. Ok, passons au troisième métier. Alors, troisième métier. On n'a pas parlé de la fabrique, c'est Oui, on reviendra avec la fabrique après. Oui. Non, vas-y, allez-y alors, oui, pas de problème. Donc il y a, sur l'appui aux producteurs, il y a donc un autre axe qui est de dire il faut compléter les filières avec des outils de transformation partagés. Et il y a des trous dans les filières, et c'est ainsi on a commencé avec une cuisine qui était partagée, qui était louée à des transformateurs qui, avant d'avoir leur propre équipement, voulaient pouvoir louer un équipement. On a commencé avec ça. Et puis, on s'est retrouvé avec une crise auprès de nos éleveurs de volailles quand l'abattoir de Sclain a fermé, en Den, hein, donc, qui nous disait on va devoir arrêter. Nous, on ne va pas courir à Bertry ou à Pipet pour aller abattre nos volailles. Et donc, on s'est retrouvé embarqué dans un projet avec les éleveurs, avec 7-8 éleveurs, de création d'un abattoir de volailles. On a été soutenu par la région wallonne. Et donc, il est en construction et il sera, d'ici quelques mois, il sera ouvert. Et puis, ça s'est élargi sur d'autres filières, avec une légumerie qui est en construction aussi. Donc, ça, c'est donc quatrième gamme, transformation de légumes frais, orienté vers un marché de cuisine de collectivité ou de transformateurs. Et ensuite, il y a eu la bocalerie. Donc ça, c'est l'idée qu'il y a quand même un souci avec les emballages plastiques ou les emballages non réutilisables, et qu'il y avait une pression sur les producteurs à ce niveau-là, producteurs qui ne pouvaient pas individuellement répondre à cette demande-là. Et donc, collectivement, on est en train de créer cette bocalerie, qui est une unité, je dirais, de gestion de bocaux réutilisables, donc avec le lavage, mais aussi l'achat groupé et la logistique qui va avec. Et puis, il y a un autre outil qui est la conserverie. La conserverie, c'est l'idée que chacun de nos traiteurs qui font des plats préparés ne peuvent pas s'acheter un autoclave de taille suffisante que pour avoir des coûts
qui sont acceptables. Et donc, c'est un outil qui sera mutualisé et loué aux différents traiteurs qui souhaitent faire des préparations en pasteurisation, etc. Donc voilà, et donc tout ça nous a amené à créer ce qu'on appelle la fabrique circuit court, donc à regrouper sur un même site qui se trouve à Suarlé, donc ceux qui connaissent, c'est à la sortie Namur-Ouest de l'autoroute de Charleroi-Liège, de regrouper donc l'abattoir, la légumerie, la bocalerie, la conserverie, un atelier de découpe de viande qui est une initiative d'un boucher membre de la coopérative qui agrandit ses installations. Il y a Eticable qui nous rejoint sur le site. Et il y a une deuxième phase d'implantation, alors que la première n'est pas terminée, mais qui est en cours de discussion et c'est déjà bien avancé, pour installer une miellerie, un atelier de production de crème glacée, un atelier de pressage de jus et un atelier de production de vin de fruits. Donc voilà, et tout ça sera opérationnel ici début 2021. On a pris quelques mois de retard avec le Covid, etc. Et avec les retards habituels sur les chantiers aussi. Donc, Benoît, on demande une petite précision, Audrey demande une petite précision concernant la légumerie. En quoi est-elle utile, nécessaire pour les cuisines de collectivité? Alors, donc, notre souci, ça n'a pas été d'abord les cuisines de collectivité, c'était nos producteurs qui ont des légumes, surtout les légumes d'été, qui ne sont pas où les gens partent en vacances pendant l'été, il y a moins de débit, les écoles sont fermées et donc souvent il y avait des invendus. Donc l'idée c'est de dire on va transformer ça et donc créer un débouché pour ces invendus et puis en plus un débouché pour des cultures qui seront prévues pour ça. Alors le marché visé par ça c'est des transformateurs et des cuisines de collectivité. Alors les cuisines de collectivité, ils vont te demander plutôt du légume nettoyé que du légume brut, quoi. Hein. Donc, et ça, il y a quand même beaucoup de cuisines qui n'ont pas l'équipement ou qui ne souhaitent pas mettre une unité de légumerie dans leur système, quoi. Les restaurants et les traiteurs sont aussi demandeurs d'avoir des légumes nettoyés et déjà prêts à être utilisés, plutôt que des légumes sales qui arrivent en botte et qui demandent vraiment beaucoup de main-d'œuvre, quoi. Alors, ce qui est important aussi dans là c'est en avançant qu'on le constate, hein, mais le fait d'avoir un service commercial petit grossiste qui fonctionne déjà, et donc des clients, le fait d'avoir une unité de conserverie et de transformation qui va pouvoir faire des soupes, des sauces, etc., tout ça fait quand même une cohérence qui fait qu'on sait que là, on a déjà des débouchés. On a déjà une clientèle. On a une unité de transformation qui va avoir besoin de légumes pour faire les soupes et pour faire des sauces et des produits transformés. Donc, tout ça fait un truc un peu l'un entraîne l'autre, quoi. OK. Oui. Troisième métier. Oui. Alors, toute cette... comment dire, si on veut collectivement changer le monde, avec les salariés, les bénévoles, les coopérateurs, les consommateurs et bien sûr au départ avec les producteurs, il faut qu'on cerne davantage les enjeux, qu'on comprenne comment ça se passe et surtout parfois qu'on comprenne simplement comment la production fonctionne et la transformation fonctionne. Et donc pour être plus intelligents ensemble, on a ce qu'on appelle l'université populaire paysans artisans et on organise une formation annuelle, une soirée par mois
Là, cette année, le thème de la formation, c'est 5 questions pour bousculer le circuit court. Donc, et chaque question fait 2 séances avec des experts, avec des témoignages. Ici, on est sur le prix juste pour le moment. Après, on sera sur la mixité sociale. Voilà, donc ça, c'est sur les formations. On organise aussi des conférences. On a organisé 2-3 conférences l'an passé avec, sur la politique agricole commune et sur notamment tout ce qui était vegan, le véganisme. Cette année, là, on s'apprête en partenariat avec Tchak, on en dira un mot tout à l'heure, hein, Tchak, la revue paysanne et citoyenne qui tranche, d'organiser une grosse conférence avec Anthony Galuzzo qui a écrit La fabrique du consommateur. Et puis alors, on fait des ciné-débats et là, depuis 3-4 ans, on a un partenariat avec les Grignoux pour faire des ciné-débats dans les fermes, chez les producteurs dans la belle saison et puis au caméo quand il fait moins bon. Et c'est toujours des ciné-débats sur… le fil rouge, c'est plutôt se passer de l'agriculture industrielle. Et donc, là, on vient d'avoir un film sur l'élevage des brebis et l'abattage. Avant, on a eu un film sur la bière et les brasseries locales. Et donc, à chaque fois, il y a un débat avec les producteurs concernés de la coopérative et qui viennent exposer alors leur manière qui réagissent au film et qui viennent exposer la manière de travailler. Et puis, on a lancé, surtout là maintenant, avec le Covid, là, on doit réduire la taille de nos groupes à chaque fois qu'on organise des choses. Et donc, on vient de relancer des visites de producteurs tous les 15 jours, souvent le dimanche après-midi. On propose aux bénévoles, mais aussi aux consommateurs qui le souhaitent, d'aller visiter un de nos producteurs. Donc là, il y a 15 jours, on est allé à Ferme d'Artais, il y avait une 50aine de personnes et on a fait 2 groupes et on a été voir le maraîchage, la boulangerie. Là maintenant, on va voir ce samedi-ci, c'est chez Jimmy sur les fruits, donc c'est le pressage, donc c'est les vergers et le pressage. Et donc l'idée, c'est vraiment de dire, ça vaut… Pour comprendre, pour choisir le circuit court, pour comprendre la production, c'est bien d'aller voir sur place et de nouveau de connaître le producteur, de savoir comment il travaille, de pouvoir lui poser les questions et pouvoir réexpliquer après dans son entourage. Et donc pour nous, c'est vraiment important ce positionnement aussi de dire on fait mouvement ensemble et en essayant de grignoter chaque fois de nouveaux adeptes. Et de pouvoir créer vraiment le débat sur les différentes questions. Peut-être de donner quelques éléments d'information concernant l'animation des points de ralliement. Parce que c'est un ancrage, donc c'est local ou c'est localisé. Et donc c'est un lieu particulier qui mérite animation et investissement. Oui, donc là, nos points… on a commencé, quand on a commencé la vente en ligne, on a commencé seulement avec un point de ralliement, hein, c'était Floref. Et puis, au fur et à mesure, il y a des gens de Spitz, à Gérard de Saint-Servais qui nous ont dit, nous, on veut aussi qu'il y ait un point de dépôt chez nous. Mais on a construit les choses en marchant avec eux et en se disant, ce qui est important, et on le voit d'ailleurs, pour tenir ce bénévolat, puisque tous les points de dépôt, je dirais après sur la combinaison salarié-bénévole, mais tous les points de dépôt sont tenus par des bénévoles. Et pour tenir ce bénévolat, il faut à la fois du sens et de la convivialité. Donc le sens, c'est on le donne tous ensemble, pourquoi est-ce qu'on le fait? Et donc c'est chaque fois se poser la question pourquoi on le fait. Et donc le contact avec les producteurs et tout ça, c'est important pour garder ce sens. Et puis la convivialité, c'est faire la fête. Donc dans les points de ralliement, il faut un bar, il faut se faire une bouffe ensemble de temps en temps. Voilà, ils s'amusent. Ici, à Floref, on a le resto des partisans. Donc, tous les vendredis soirs, on fait resto avec un traiteur différent. Et on voit que les points de ralliement, ils viennent manger ensemble, les bénévoles. Et donc, on est au contact aussi avec eux sur ces questions. Voilà. Et puis, alors, on les associe
aux visites des producteurs, au ciné des bains, chaque fois de nouveau pour réfléchir ensemble et avancer ensemble. Et alors, on fait des réunions 2 fois par an, 2-3 fois par an. On réunit tous les points de ralliement ensemble pour échanger sur les pratiques, pour connaître mieux un producteur. Il y a un producteur aussi qui vient expliquer comment il bosse. Pour discuter des projets, pour entendre un peu leurs remarques, voilà. Et de nouveau, là, on mange ensemble. Donc, il y a 3-4 par point de ralliement qui viennent. C'est sur les responsables des trucs. On se retrouve à 70-80, on mange ensemble et on discute. Qu'on peut maintenant passer rapidement aux aspects peut-être gouvernance de cette galaxie paysan-artisan et puis peut-être te donner quelques éléments d'information concernant le financement avant de passer alors à une petite séance de questions-réponses de votre part. Oui. D'abord, il y a le financement de l'activité et puis il y a le financement des structures. Oui. Il y a des liens évidemment entre les deux, mais dans la note, il était, donc c'est noté, mais on n'en a pas encore parlé aujourd'hui, c'est que pour la vente en ligne, donc on prend 20% du prix de vente des produits. Pour le petit grossiste, on est sur 30. Quoi 30. Non, le petit grossiste tout seul, c'est 10. Et les magasins, c'est 20 plus 10, quoi, parce que nos magasins sont aussi clients du petit grossiste. D'accord. Et donc ça permet de financer les charges salariales, les loyers, les charges d'électricité, transport, le transport, la promotion, voilà, tout ce qui est lié à l'activité. Et donc, peut-être dire, on a maintenant 24 salariés, plus 9 personnes en insertion. Donc, ça fait 33 sur paysans artisans et 12 personnes, comme Benoît le disait tout à l'heure, sur le groupement d'employeurs. Mais de nouveau, les 12 personnes du groupement d'employeurs, là, elles sont facturées à l'heure aux producteurs ou parfois à paysans artisans, puisque paysans artisans utilisent certains salariés du groupement d'employeurs pour l'assemblage du jeudi et du vendredi. Et puis, ils ont maintenant une question par rapport au bénévolat, une question que vous est souvent posée. Vous expliquez très bien quel est son rôle essentiel dans le lien entre producteurs et consommateurs. Mais aujourd'hui, vous avez effectivement ça reste un rôle important, mais de moins en moins important par rapport à l'emploi salarié. Ça dépend un peu pour quel. Donc, dans les points de ralliement, c'est uniquement des bénévoles. D'accord. Alors, au niveau de l'assemblage des commandes qui se fait le jeudi et le vendredi, donc des commandes pour les ventes en ligne, là, on est avec entre un tiers et 50% de bénévoles sur ces 2 matinées-là. Et pour le reste, on travaille essentiellement avec des salariés. Et il faut ajouter à ça quand même les conseils d'administration, parce qu'il y a quand même plusieurs structures qui sont aussi des bénévoles pour la plupart. Donc voilà. Et l'université populaire, elle est animée, donc on a engagé un tiers-temps pour s'occuper de toutes les activités, mais tout le reste, c'est du bénévolat autour de Clémentine. Donc voilà. Mais ça fait quand même tout ça, si tu comptes 15 bénévoles par point de ralliement, 18 points de ralliement, ça fait déjà du monde, quoi. Hein. Et c'est vrai que là, il y a un travail permanent d'animation de ce réseau. Sinon, il s'effrite, mais il est là depuis 7 ans, là maintenant, il tient la route. Alors, mais c'est un vrai travail. Hein. Il faut passer dans les points de ralliement, il faut réunir les gens, il faut informer. Il faut un petit mail chaque semaine qui leur est adressé. Et il faut faire des fêtes de temps en temps. Sinon, et là, on est embêté avec le Covid. Hein. Donc là, on sentait qu'il était pour nous important, après 6 mois où on n'a pas pu se réunir, de refaire progressivement des réunions, de revoir qu'on se revoit. Quoi. Voilà. Ok. En termes de gouvernance, et puis après on va ouvrir la petite séance de questions-réponses. Alors,
Donc, il y a plusieurs structures, il y en a 10 au fait, mais il y a paysans artisans, donc la coopérative. Donc aujourd'hui, donc on a fait évoluer cette gouvernance avec l'évolution de paysans artisans. Et aujourd'hui, donc il y a une assemblée générale des coopérateurs hein, et qui désigne un conseil d'administration. 500. Et donc on a 500 coopérateurs sur paysans artisans. Et le conseil d'administration, c'est 5 producteurs donc, qui sont désignés ou prédésignés par le collège des producteurs, hein, puisqu'on fait aussi des réunions rien qu'avec les producteurs, hein, donc qui ont désigné leurs représentants. Il y a donc 5 personnes aussi qui sont désignées par l'interpoidre aliment, donc la réunion dont je parlais tout à l'heure, donc les responsables des poidres aliments qui désignent leurs 5 représentants. Et puis, alors, il y a 5 personnes qui sont désignées directement par l'Assemblée générale, qui ont peut-être parfois, soit ils sont parfois producteurs dans un poidre aliment, mais qui ont peut-être un profil un peu plus gestion. Hein. Et il y a 2 travailleurs, 2 représentants de travailleurs, un représentant des travailleurs de paysans artisans et un représentant des travailleurs du groupement d'employeurs paysans artisans. Ça, c'est le conseil d'administration de paysans artisans. Mais donc, à côté, on a créé Paysans Artisans Invest, qui s'occupe de tout ce qui est investissement, donc bâtiment en gros. Et là, on va chercher des parts sociales qui sont plus élevées, sur des parts sociales à 1 000 € ou à 100 €. On a aussi 260-270 coopérateurs, donc tous des petits actionnaires, hein, si on prend ça comme ça, qui ont mis 1 000, 2 000 € dans l'affaire. Et là, on a un conseil d'administration de 9 personnes, qui est différent du conseil d'administration de paysans artisans, mais où les activités, on a déjà fait des conseils d'administration communs, par exemple, parce que, évidemment, on n'investit que pour l'activité de paysans artisans. Et donc là, c'est Paysans Artisans Invest qui transforme les bâtiments, qui achète, qui transforme les bâtiments, qui loue aussi les magasins, qui les équipe et qui refacture alors un loyer plus charge à Paysans Artisans. Donc il y a des allers-retours entre Paysans Artisans et Paysans Artisans Invest régulièrement. Et puis, on a le groupement d'intérêt économique, groupement d'employeurs paysans artisans. Donc là, c'est les producteurs qui en font partie. Ils sont 17, plus la coopérative. Et c'est Benoît et moi qui sommes les gérants. On a l'université populaire qu'on appelle Atelier Paysans Artisans, qui est une ASBL, avec un conseil d'administration à part aussi. Et puis, on n'en a pas parlé, on a aussi maintenant un projet de formation d'ouvriers maraîchers fruticulteurs en circuit court. Et là, on a créé un groupement d'employeurs pour organiser cette formation en 1 an, en partenariat avec les CPS du coin, le Forem et le BEP, c'est le bureau économique de la province qui est moteur de l'affaire. Et donc là, on a aussi créé un groupement d'employeurs, avec d'autres producteurs, qui sont que des maraîchers, des fruticulteurs. Et l'objet n'est que la formation en question. Qu'est-ce qu'on a encore? Et puis alors, on a toutes les coopératives de la fabrique. Donc, l'abattoir, le petit abattoir de volaille, c'est une coopérative où il y a 7-8 éleveurs dedans, plus paysans artisans. La légumerie est une coopérative en soi, avec d'autres coopératives namuroises de 5C, la bocalerie aussi. Et alors, on a la fabrique, qui est une coopérative un peu de tous les acteurs qui sont sur le site de la fabrique, les 10 acteurs dont Benoît a parlé tout à l'heure. Et là, de nouveau, sont membres du conseil d'administration, ceux qui ont construit sur la fabrique. OK. Voilà, c'est ça la galaxie. Et alors, on a un groupement d'employeurs pour la fabrique aussi, puisqu'on va se partager de l'emploi là-bas. Oui. Oui, donc ça, c'est une pratique maintenant largement mise en œuvre par paysans artisans. Est-ce que vous avez, pour lancer, et puis après, je vais demander aux participants alors de soumettre, de nous faire signe et de soumettre leurs questions. Est-ce que vous avez une idée du nombre de consommateurs qui s'alimentent auprès de paysans artisans et quel est le pourcentage de la population de la République qui est touchée par paysans artisans? Vous avez déjà fait un sondage de ce type-là ou...
Vous m'avez entendu? Ils ont disparu? Ah. On a dû mettre leurs photos parce que le fait qu'on les voit, ça prenait trop de réseau, donc ça coupait tout le Nous temps. avons perdu Benoît et Thérèse Marie. Bon, en attendant, soumettez… Voilà, on est là. Si, Ah, voilà. Donc, pour ouvrir le débat, je voulais simplement… Est-ce que vous avez une idée du nombre de consommateurs qui s'approvisionnent auprès de paysans artisans sur l'ensemble du système? Et quel est le pourcentage de la population de la République qui, directement ou indirectement, s'approvisionne auprès de la galaxie paysans artisans? Alors, en vente en ligne, on est à peu près pour le moment autour de 700 familles qui s'approvisionnent par semaine, mais ce n'est pas toujours les mêmes. Hein, donc voilà. Et dans les magasins dans les magasins de ville, à peu près 1000 personnes par magasin qui viennent faire un achat par semaine. par semaine. Okay. Donc, ça fait les 3 magasins de ville, donc ça fait 3000. Et on va dire les magasins de campagne, 600-700. Okay. Donc, ça fait par semaine, on est sur 3, 4, un petit 5000, on va dire, sur un territoire de 200. 5000 ménages sur un territoire Enfin, de 200 000 habitants. Oui, 5000 achats, hein, parce qu'il y a peut-être des personnes qui viennent 2 fois en magasin sur la semaine. Voilà. Et il faut considérer que sur la République, il y a 70 000 ménages. D'accord. Oui, ça, c'est 200 000 habitants, 70 000 ménages. Okay. Alors, parole aux participants. Qui veut commencer? Qui veut ouvrir le bal avec une question? Il y en a dans le chat, hein, on y reviendra ou on les soumettra, on y répondra ultérieurement, mais peut-être pour être un peu plus interactif avec vous qui êtes derrière votre écran. Quelqu'un veut prendre la parole? Vous levez la main et puis… Pas de réaction? Bon, il y a des commentaires sur le fait de démocratiser, de rendre accessible cet engouement pour les produits locaux, notamment à destination des consommateurs non avertis. C'est clair que c'est un challenge pour les circuits courts. On me demande aussi de répéter le critère pour les produits où la marge n'est que de 10%. Ça, vous pouvez peut-être le faire. Oui. Donc, 2 questions. La première, c'est la question des marges. Hein. Oui. Quand on a un produit qui est vendu à 10 €, on l'achète à 8 € pour la vente en ligne aux particuliers, on l'achète à 7 € pour le grossiste et nos magasins font partie de ça. Ils sont clients du grossiste et on revend à 8. OK? Donc voilà, 10 € prix consommateur, on achète à 8 ou à 7 et on revend à 8 quand c'est grossiste. Ça va? Ça, je pense que c'est clair. Oui. C'est bon? Oui, c'est bon. Alors, l'autre question, c'était… comment démocratiser? Bon, ça, c'est une question plus vaste et tu vas peut-être en parler dans le cadre du collectif 5C. C'est comment démocratiser, rendre plus accessible cet engouement pour les produits locaux de qualité, ouais, notamment à destination des consommateurs non avertis. Et je propose qu'on garde cette question-là pour les aspects liés au collectif 5C. Tout comme une question concernant la logistique de la viande, qui est souvent particulièrement difficile en aval, mais ça, tu vas en parler également. Tu veux que j'en parle maintenant? Attends, j'attends de voir si quelqu'un se sort du bois sur une question. Sinon, je te redonne la parole et tu nous parles de 5C alors. Une fois, 2 fois, 3 fois. Je veux bien, c'est ma question. Thomas. C'est parce que je voyais dans les différents projets et de la fabrique, je ne sais pas si vous avez des projets particuliers pour les éleveurs de viandeux, parce que voilà, se fournir en viande locale est souvent compliqué vu tous les problèmes logistiques que ça pose d'avoir des carcasses avec beaucoup de kilos, et ça demande vraiment toute une chaîne de valorisation. Et voilà, je ne vais pas refaire tout le débat, mais je me demandais si justement vous aviez des projets de valorisation de viande
de viande locale, notamment via la boucherie, par exemple. C'est difficile de trouver une boucherie locale, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, OK. en fait, on a 2 ateliers de découpe qui travaillent, même je dirais même 3, qui sont membres de la coopérative et qui achètent de la viande chez les producteurs de la coopérative, ou en tout cas chez les producteurs de proximité. Donc, ce ne sont pas des ateliers de découpe coopératifs. Donc là, il y en a un premier qui s'est installé, c'était un boucher qui avait sa boucherie à Namur, qui a dit j'arrête et je vais produire pour la coopérative. Et donc lui, là, on a un atelier de découpe qui produit essentiellement pour la coopérative. Il y en a un deuxième qui va s'installer à la fabrique circuit court, c'est aussi une initiative, je dirais privée, mais qui est dans l'esprit de la coopérative et qui va acheter ces animaux auprès de membres de la coopérative. Et alors, il y a un troisième qui fait des salaisons et qui achète aussi dans des fermes locales. Voilà. Donc, au niveau atelier de découpe, vu qu'il y avait des initiatives privées, on n'a pas eu le besoin de créer un atelier de découpe coopératif, un outil coopératif. Alors, nous, la vente de la viande, j'y arriverai, c'est d'abord en vente en ligne, où c'est plus facile, puisque là, c'est du flux tendu. Hein, et donc, le boucher apporte, il y a une gamme très large de viande qui est vendue en ligne. Et c'est là qu'on a plus d'offres. Dans nos magasins, c'est plus difficile, puisque là, on est avec des DLC et ce n'est pas prévendu, je dirais. Et donc là, on est plus timide dans notre gamme et dans la quantité qui est proposée dans nos magasins. Et donc, c'est encore un problème qui est à résoudre. Il faudra peut-être un jour qu'on passe à l'ouverture d'un comptoir de boucherie, mais ce n'est pas encore le cas. OK. Benoît, je propose que tu présentes le collectif 5C, sa raison d'être, quelles étaient les motivations quand vous avez commencé à créer cette coopérative de coopératives. Et puis après, peut-être parler des chantiers qui vous préoccupent aujourd'hui ou qui vous occupent aujourd'hui en connexion étroite avec les activités en matière de circuit court. Voilà, donc 5C démarre il y a 3 ans environ. On constatait qu'il y avait plein d'interactions entre des initiatives de différentes régions. Et puis voilà, c'est parti de là avec l'idée qu'il fallait d'une part un besoin d'abord très concret qui était de mutualiser la production d'un logiciel de vente en ligne. Donc aujourd'hui, 5C a produit un logiciel de vente en ligne qui est utilisé par 8 ou 9 coopératives. Et la deuxième chose, c'était de dire qu'il fallait qu'on échange nos expériences, nos déboires et nos victoires pour avancer plus vite. Donc voilà, mais puis ça a grandi quand même assez vite. On était 7 il y a 3 ans quand on a créé le collectif. On est plus de 30 aujourd'hui. On couvre la Wallonie, Bruxelles et même un peu en Flandre maintenant. Et puis la légitimité du collectif et les besoins se sont modifiés. C'est-à-dire que progressivement, le collectif apparaît et est reconnu comme un représentant vraiment du secteur du circuit court et s'attaque à des problématiques nouvelles. Alors, je vais en citer peut-être 2 ou 3. La première, c'est avec la croissance des circuits courts, maintenant il y a un enjeu, si on veut asseoir cette croissance, c'est un enjeu de logistique et de professionnalisation de la logistique.
Et donc là, d'une part, auprès de chaque coopérative locale, mais peut-être en structurant cette logistique avec un outil plus sous-régional qui fédérerait différentes coopératives locales d'une même sous-région. Et ces sous-régionaux pourraient être interconnectés entre eux de façon à pouvoir se fournir l'un l'autre si on ne trouve pas localement ce qu'on a besoin. Et donc, on est vraiment sur cette réflexion-là. Il y a un autre chantier qui est les relations avec l'AFSCA, où aujourd'hui, quand même, on constate que les règles appliquées sont les mêmes pour des petits producteurs et des distributeurs en circuit court et pour la grande distribution et l'agro-industrie, et qu'il est nécessaire d'adapter les réglementations en fonction des spécificités du circuit court. Et donc là, avec Diversiferm, on a introduit à la région Wallonne une demande pour un financement pour mener une recherche qui devrait aboutir à des propositions concrètes d'adaptation de réglementation de l'AFSCA. Parce que là, on est vraiment en danger. Quand, là, je reviens chez Paysans Artisans, l'AFSCA nous dit vous devez maintenant avoir un statut de grossiste et que la conséquence de ça, c'est que tous nos producteurs doivent passer sous statut d'agrément auprès de l'AFSCA. Ça exclut d'office un certain nombre de producteurs, et donc les plus petits. Et donc ça, c'est un vrai problème de modèle pour nous. Donc on doit pouvoir gérer ça. On a pu discuter avec l'AFSCA et obtenir des délais pour gérer la situation, mais il faut qu'on fasse évoluer la réglementation. Il y a un troisième chantier qui est autour des magasins. Si on fait un peu d'historique du circuit court, on voit il y a 10 ans, on était encore essentiellement avec des groupes d'achat en commun, des GAG, des AMAP, etc., avec des paniers, hein, c'était le temps des paniers. Et puis, il y a 6-7 ans, ça va démarrer avec des systèmes de vente en ligne où on n'était plus sur des paniers contraints, hein, où chacun pouvait choisir ce qu'il voulait. Et puis, il y a 2-3 ans, on voit apparaître un peu partout des magasins coopératifs ou le développement des magasins à la ferme. Donc, sur cette vague magasin qui démarre, moi, je crois, il y a 2-3 ans, vraiment fortement, il y a un enjeu aussi de professionnalisation de ces nouveaux acteurs de commerce. Donc, on est sur ce chantier-là aussi. Est-ce que j'ai oublié des choses? Oui, ben, un peu si on fait le parallèle avec Paysans Artisans sur son territoire et SAACC sur un territoire qui est régional, d'abord la Wallonie, puis ça s'est étendu à Bruxelles. On a même une coopérative du Brabant flamand qui ne trouve pas ce qu'elle veut en Flandre et qui vient nous rejoindre, donc ça c'est chouette. Mais ce qu'on a voulu faire avec l'université populaire au niveau de Paysans Artisans, on l'a fait à une dimension autre avec SAACC, puisqu'on est quand même à l'origine avec la FUGEA de Tchac, la revue paysanne et citoyenne qui tranche. L'idée, c'est de nouveau arriver sur les enjeux de l'agriculture, de l'alimentation, créer le débat avec des journalistes professionnels et animer le débat à partir de ce qu'on a créé dans la revue trimestrielle. Donc, les coopératives de SAACC sont amenées à organiser conférences, ciné-débats et compagnie aussi, à partir des articles qui ont été traités par les journalistes. Donc, c'était important aussi d'avoir cette dimension-là de sensibilisation, de mobilisation et de nouveau d'agrandir et d'accrocher toujours plus de gens au niveau de SAACC et pas seulement l'avoir au niveau d'un territoire ou de l'autre territoire, mais d'avoir la cohésion. Et donc, on parlait tout à l'heure d'Anthony Galuzzo qui va venir, par exemple. Il vient 3 jours et il va faire une conférence à Bruxelles, une conférence à Liège et une conférence à Namur. Donc, on redonne à l'université populaire une dimension plus étendue, plus large et encore plus sur les enjeux, quoi. Et SAACC continuera à jouer un rôle dans cette animation
et dans cette participation à Tchak. Même si c'est avec d'autres, donc j'ai cité la FUGEA, mais il y a 25 organisations autour de Tchak, et donc il y a aussi le réseau wallon de lutte contre la pauvreté, il y a aussi des centres de recherche, donc des coopératives de distribution, le MAP, Gréséa, etc. Des chercheurs qui sont mis un groupe de recherche en circuit court. Enfin, voilà, il y a une série d'acteurs là autour. Alors, aujourd'hui, la dimension 5C, donc je disais tantôt, tout doucement, une dimension de représentation du secteur, du circuit court. Donc là, on est sollicité tout doucement par les pouvoirs publics pour défendre le point de vue. Voilà, c'est des acteurs du circuit court. Bon, concrètement, ça va se traduire par, enfin, quelles sont les pistes d'action ou comment vous envisagez les mois et les années qui viennent à ce niveau-là? 5C? Oui. Ou quels sont les éléments qui vous permettront de remplir cette mission de fonction de représentation quelles sont les énergies à mobiliser, à fédérer? Il faut plusieurs choses. D'une part, arriver à gérer cette croissance. Hier, on avait conseil d'administration, on était 30 autour de la table. Il faut qu'on adapte notre gouvernance avec toute cette bande. Donc, voilà, donc ça, c'est la première chose. Oui. Arriver à fonctionner avec 30 structures en gardant de l'horizontalité et pas créer un truc top-down avec 2-3 technocrates qui font entériner leur truc. Donc, ça, c'est un premier enjeu. Donc, on a réfléchi d'ailleurs hier à ces questions de gouvernance. Le deuxième enjeu, c'est d'être capable de relever techniquement les différentes attentes dont on a parlé tantôt, que ce soit sur l'AFSCA, la logistique, l'informatique. Le troisième enjeu, comme donc le 5C, c'est une structure ASBL fédérative qui n'a pas d'autres recettes propres que les cotisations de ses membres, c'est-à-dire rien du tout, ou pas grand-chose. Donc, dépend de financement public. Et on va voir si... donc, on est déjà financé en partie par les pouvoirs publics, mais pas assez. Clairement, si on veut assumer sérieusement notre job. Il y a un sacré challenge qui concerne le marché des grandes villes. Comment est-ce que vous l'envisagez? Parce que là, pour le moment, bon, il y a à la fois au niveau de paysans artisans, vous avez le territoire de la République. Au niveau des autres coopératives de 5C, ben, vous avez chacune vos bassins de clientèle. Mais les grandes villes comme Bruxelles, Liège, Charleroi, etc. Comment vous envisagez aussi cette perspective? Alors, je vais faire dans la provoque. Hein. C'est mon point Je fort. connais. Donc, soit les villes sont la boutroule du monde, hein, et on fait des ceintures autour, soit on se dit que l'agriculture, c'est quand même une question rurale et une question qui se joue dans les campagnes. Et on s'organise là, et puis il y a le marché des villes, on y va aussi, mais c'est pas de la ville que ça part, quoi. Donc voilà. Et puis alors, cette question sur le marché des villes, enfin, il y a 2% d'agriculteurs, donc il y a 98% de la population qui doit se nourrir du travail des autres. Hein. Et donc, ils ne sont pas tous dans les villes. Hein. Donc, voilà. Donc, moi, cette question de la primauté des villes, voilà. Donc, sans doute qu'il y a une densité de bobos plus élevée, mais je ne sais pas. Je crois que les dynamiques doivent partir d'abord des acteurs de production et ils doivent trouver des synergies avec les consommateurs sur place. Et puis, les villes, on va y arriver. Mmh.
Mais nous, C'est aussi important pour nous d'ouvrir des magasins dans des villages où il n'y en a plus et de participer à la dynamique des villages, parce qu'un village sans magasin, c'est triste, comme un village sans café, c'est triste, comme un village sans école, c'est triste. Donc ça, c'est toute la question de la ruralité. Mais c'est aussi important d'y participer, d'y remettre de la vie et de faire un lien avec tous les acteurs dans les villages, que de le faire d'ailleurs dans les quartiers en ville. Mais alors, on prend la dynamique de quartier. Je pense que la ville, c'est tellement anonyme si on prend la ville. Mais en revanche, si on prend, et ça correspond mieux, je crois, à l'identité des circuits courts, si on prend la question des quartiers, à ce moment-là, on peut de nouveau recréer du lien et de la convivialité autour des magasins de quartier, quoi. Et l'intérêt pour nous, c'est de s'installer dans les cœurs de quartier et ne pas s'installer que le long des voies de communication, dans des zonings où il y a justement, où on a trop décentralisé l'activité économique et même l'activité commerciale en dehors des quartiers et des villages. Et je crois qu'il faut qu'on réfléchisse à ça tous ensemble. Tout à fait. Donc, Un magasin, ce n'est pas que de la vente de produits non plus. C'est tout le lien qu'on peut y mettre, de nouveau la sensibilisation. Et un village ou un quartier sans magasin, ce n'est pas drôle, quoi. Il y a un truc qu'on n'a pas dit jusque maintenant, mais qui coulait de source, hein, mais j'aime mieux de le redire. C'est clair que ce soit paysan artisan ou 5C, on ne bosse pas avec la grande distribution. Hein? Donc, c'est un adversaire, point barre. Ça a le mérite d'être très clair. OK. Je vous propose d'ouvrir une deuxième session de questions-réponses. Maintenant, vous avez le panorama général. Vous avez, je pense, compris comment fonctionne Paysan Artisan, quelles sont ses valeurs, quelle est aujourd'hui la réalité de terrain et les projets très immédiats qui sont en train de se mettre en place. Vous avez aussi le panorama plus large au niveau régional wallon avec le collectif 5C, avec un partage de préoccupations similaires et une manière de les traiter collectivement et puis de les soumettre aussi en appui avec les pouvoirs publics et d'autres partenaires. Je vous propose maintenant d'utiliser nos deux intervenants, Thérèse Marie et Benoît, pour aller encore un peu plus au fond des choses, quitte à traiter des questions de fond, des questions même philosophiques. N'hésitez pas. Vous avez la parole. Profitez-en, hein, on a encore une demi-heure, un peu moins, un quart d'heure devant nous. Il y avait également quelques questions qui n'ont pas eu réponse précédemment. Vas-y, très clair. Voilà, donc par rapport au magasin, il y a une question qui concernait des démarches particulières pour inclure des magasins de produits locaux existants. Voilà, où on n'a pas tout à fait répondu. Et dans la foulée, je dirais un producteur plutôt conventionnel pourrait-il ouvrir un magasin à la ferme pour distribuer les produits de la coopérative Paysan Artisan? Alors, oui, Benoît. Donc, comment, je dirais, faire le lien avec des magasins locaux. Donc, la première chose, à travers le service grossiste, on peut commander. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on réfléchit à Paysan Artisan et à 5C à créer un truc qui pourrait être les CCC. Donc, un club de commerce en circuit court certifié qui répondrait à un certain nombre de conditions pour faire partie du club. Et les conditions principales, c'est un achat direct auprès de petits producteurs en circuit court et en qualité différenciée. En gros, pour faire simple. Et donc, aujourd'hui, il y a toute une série de gens qui se réclament du circuit court, dont la grande distribution, dont les communicants nous tartinent avec ça. Et donc, là, je crois que c'est important aujourd'hui de dire, écoutez, il ne faut pas confondre. Et donc, l'idée, c'est qu'il y ait comme condition pour adhérer à ce club
d'acheter au moins 2/3, on irait progressivement en 3 ans, de ces achats en circuit court, donc directement chez des petits producteurs ou dans des coopératives de producteurs. Mais peut-être, et pour compléter la réponse de Benoît, donc nous, dans nos magasins paysans artisans, c'est 100% des produits qui sont des produits des membres et des membres de la coopérative. Maintenant, avec le service petit grossiste, on fournit déjà des magasins à la ferme, qu'ils soient conventionnels ou pas conventionnels. Mais l'enseigne paysan artisan, c'est l'enseigne de nos magasins où c'est 100% des produits des membres de la coopérative. Donc, chaque magasin à la ferme, et c'est bien comme ça, garde son enseigne, mais peut se fournir pour partie chez nous et peut d'ailleurs le dire dans son commerce. Alors, au niveau des commerces, on a quelques commerces de vrac, de village ou de quartier qui commandent aussi à paysans artisans pour compléter leur gamme. Et donc, ils sont aussi clients du petit grossiste. Mais de nouveau, ces magasins gardent voilà, leur enseigne. Ce qu'on leur propose à l'avenir, c'est ce que Benoît a dit, c'est de dire on pourrait avoir un label, mais des labels, il y en a déjà beaucoup. Donc, on pense à un réseau de CCC en se disant, là, on va pouvoir l'utiliser. Mais c'est avec ce réseau-là, quoi. C'est pas avec le label, c'est pas une enseigne pays artisan, quoi. Donc, on n'installe pas de franchisé derrière notre marque. Donc, nos magasins, ce sont des magasins avec des salariés de la coopérative, ou alors on fournit, voilà. Et je reviens là-dessus, on ne fournit ni Sodexo, ni ISS, ni la grande distribution. Donc, et certains l'ont demandé, on leur a dit désolé. Autre question? Autre commentaire? C'est le moment, c'est l'instant, comme dirait le batelot sur le marché. On parlait de Sodexo, il y avait une question sur le type de cuisine de collectivité qui serait intéressé, cantine, maison de repos ou autre. Alors, c'est dans l'air du temps. Donc, il y a une demande latente exprimée plus ou moins par les cuisines de collectivité d'aller vers du circuit court. On ne s'entend pas toujours sur ce que ça signifie, le circuit court. Pour certains, c'est juste planter le drapeau belge sur un steak de blanc-bleu. Et donc, voilà, nous, on a plus de... On dit le circuit court, on travaille avec des petits producteurs artisanaux, autonomes, en qualité différenciée. Alors, c'est difficile, quand on est en production plus artisanale et diversifiée, c'est peut-être pas impossible à la marge, et ça peut être utile peut-être, mais de travailler avec des cuisines de collectivités industrielles. Comment des petits producteurs vont pouvoir livrer des cuisines de collectivité qui font 10, 20, 30 000 couverts par jour? Et donc, nous, notre priorité, ça va être de travailler quand même avec des plus petites unités de collectivité où il y a encore des cuisiniers et pas uniquement des ouvriers où les tâches sont extrêmement divisées et où il n'y a plus de travail créatif. Donc voilà. Donc malheureusement, aujourd'hui, la tendance est encore dans la cuisine de collectivité à la concentration. Dans 10 ans, peut-être que ça aura bougé, mais là, ils sont encore en train de les créer, les grosses cuisines, quoi. Et donc, alors on ne dit pas qu'on ne va pas travailler avec eux, mais ça va être difficile et on va privilégier, nous, les plus petites entités. Voilà. Okay. Vous parlez de qualité différenciée. Est-ce que vous avez des cahiers des charges qui sont définis selon les produits? Alors, on n'a pas de cahier des charges qui sont définis. On a un principe qui est un principe de transparence. Donc,
on demande à nos producteurs de dire exactement ce qu'ils produisent, comment ils produisent, avec quels intrants. Mais on n'a pas un cahier des charges précis. On a beaucoup de bio déjà. Hein, donc, mais bon, en maraîchage, presque tout le monde est bio. Voilà, mais on n'a pas un cahier des charges. Donc là, on n'a pas voulu faire ça. On demande aux gens, c'est quoi, s'il n'y a pas de label, c'est quoi votre process? Et c'est sur le site. Voilà. Et en plus, en amenant les consommateurs régulièrement chez nos différents producteurs, et en plus, ils ont des magasins à la ferme et tout ça, ils sont tout le temps interrogés sur la manière dont ils produisent. Et donc, ça les amène à réfléchir. Et on a quand même quelques personnes, quelques producteurs qui étaient plutôt conventionnels au départ quand ils sont rentrés dans la coopérative et qui sont passés en bio ou en reconversion. Parce que interroger, c'est ça aussi le circuit court, quoi. Interroger de manière permanente par les consommateurs en direct ou via les consommateurs de la coopérative et via les rencontres qu'on organise, quoi. Notre pari, c'est que le circuit court est vertueux dans la mesure où il crée de l'intelligence chez le producteur et chez le consommateur à travers la rencontre entre eux. Et le label, quel qu'il soit, n'est pas forcément producteur d'intelligence, mais de sécurité, ce qui est généralement, ça ne va pas ensemble. Ok. Parce qu'on est dans les labels, il y avait une question qui portait sur selon vous, la limite ou définition entre agriculture industrielle ou autre. Quelle était votre définition? Au pif. Donc, écoute, ça se voit bien au pif. Hein, quand c'est industriel, ben, d'abord, tu as un capitaliste derrière. Quand Colruyt installe aujourd'hui, achète des maraîchers, et achète des terres et installe des maraîchers sur 30 hectares, on se dit que ça va être industriel. C'est capitaliste aussi, généralement, derrière. Ça va ensemble. Mais parfois, on se trompe. Et parfois, c'est parce qu'on connaît qu'on sait faire la distinction. Donc, on a refusé il n'y a pas longtemps, ici à Paysans Artisans, des agriculteurs qui font des chips. Mais c'est parce qu'on était à 2, à 3 à connaître la manière dont ils produisaient et qui s'étendaient dans la région qu'on savait pourquoi on refusait. Quand c'est un peu plus loin et qu'on justement on n'a pas ce degré de connaissance, parfois on peut accepter des choses qu'on regrette par la suite. Donc c'est pour ça que c'est bien de travailler aussi sur un territoire, hein, et de grandir ensemble sur ce territoire. Ça permet de prendre des repères et puis d'avoir des choix parfois plus judicieux. Et peut-être encore une chose sur les collectivités, puisque c'est quand même le réseau wallon de développement rural. Moi, juste amener, puisqu'on fait quand même de la politique aussi, on l'a dit, hein. Donc amener un élément de réflexion, c'est sur la question de la taille des institutions et ça a un rapport avec les cuisines. Je pense qu'on s'est planté collectivement ces 20-30 dernières années en pensant qu'avec des rendements d'échelle, on allait résoudre tout, que ce soit en matière d'école, d'hôpital, de maison de repos. Et donc, on a fait des structures énormes, en plus qui ont parfois leur propre cuisine, parfois qui regroupent les cuisines, mais les cuisines, c'est qu'un élément parmi d'autres. Et on a sans doute pensé qu'à des rendements d'échelle et pas aux conséquences humaines et aux effets secondaires que ça peut, y compris économiques, hein, que ça peut créer. Et peut-être que la tendance devrait être de réfléchir. Et ça aurait aussi pour conséquence, mais pas que pour conséquence, qu'on aurait des cuisines à taille humaine et qu'on pourrait bosser avec les agriculteurs et les producteurs du coin. C'est juste un petit élément de réflexion que j'injecte dans la La crise du Covid va peut-être nous aider à inverser cette tendance. Ok. Autre question, est-ce qu'il y a des commentaires, des avis? Oui,
Je vois Thomas qui bouge. Oui, j'avais une question par rapport aux producteurs et à la possibilité de sortir de la coopérative. Par exemple, est-ce qu'il arrive que des producteurs ne répondent plus aux attentes de la coopérative? Ben voilà, on parle de démarches capitalistes, ou est-ce qu'ils viennent, ou ils veulent trop s'agrandir, qu'ils sont jugés industriels? Est-ce qu'à un moment, voilà, il y a des agriculteurs, des producteurs qui sortent? Ou aussi, on a parlé à un moment que pour qu'un nouveau producteur arrive, c'est une demande à tous, et puis bon, si on a déjà suffisamment, on le refuse. Est-ce qu'il y a l'idée de pouvoir, au bout d'un moment, que les producteurs présents depuis longtemps puissent sortir de la coopérative pour en accueillir de nouveaux qui pourraient bénéficier de la structure? Écoute, on n'a jamais eu le cas de devoir virer quelqu'un qui a grossi trop vite ou qui a… Voilà. C'est plutôt dans le sens inverse que les choses se passent, c'est qu'à un moment donné, je dis circuit court et vertueux, et on voit des producteurs qui étaient plutôt en conventionnel, qui arrivent avec une qualité de plus en plus différenciée, et avec, voilà. Alors, pour accueillir des nouveaux producteurs, donc ce n'est pas des producteurs qui sortent, mais c'est la coopérative qui grandit. Donc là, cette année-ci, on va doubler notre chiffre d'affaires. Donc ça permet d'accueillir de nouveau. On était 20 au début, il y a 100 producteurs aujourd'hui. Donc, et en maraîchage, par exemple, il nous manque des produits, surtout en primeur et en tardif, mais il nous manque des produits. Donc on est dans un processus aujourd'hui d'installation de nouveaux maraîchers. On cherche des terres, etc. Donc on trouve des solutions pour installer des nouveaux maraîchers. Donc on est… Voilà. C'est plutôt, si on y prend gain, les petits producteurs qui pourraient dire que la coopérative grandit trop vite. Et donc là, on doit être attentif tout le temps pour laisser des niches pour les plus petits. Dans le processus de une des niches pour les petits producteurs, c'est la vente en ligne, parce que là, comme Benoît l'expliquait tout à l'heure, quand on vend un produit 10 €, ils en ont encore 8, autrement ils en ont 7, quoi. Et donc on essaye vraiment que sur la vente en ligne, on puisse garder les niches pour les tout petits qui démarrent. Et c'est vraiment un des points d'attention qu'on doit avoir au niveau de la coopérative. Notre limite, c'est le territoire. Et heureusement qu'on a cette limite-là, mais on veut creuser profond. Mais parfois, certains pourraient nous dire ou nous disent qu'on avance un peu vite, quoi. Ok. Ceux qui ne se sont pas encore exprimés, oui, Noël. Julien plutôt, mais c'est pas grave. Pardon, Julien Noël. Pas de souci. Bonjour à tous. Petit bonjour de France. Bonjour à Benoît et Thérèse Marie, évidemment. J'ai une petite question sur le collectif 5C. En fait, je voudrais que vous reveniez un petit peu sur 30 coopératives aujourd'hui. Vous avez démarré à 7 il y a 2-3 ans. Jusqu'où vous pensez que ça va aller? Parce que du coup, le territoire limite, si j'ai bien compris, enfin, borné, c'est la Wallonie. Mais on a quand même des structures qui sont quand même foncièrement différentes. Vous avez pas mal de supermarchés coopératifs, vous avez pas mal de coopératives de producteurs. Il y a quelques ceintures alimentaires qui y sont, d'autres qui n'y sont pas. Comment ça se fait, ce patchwork? Et du coup, c'est quoi qui vous fédère et qui vous lie finalement? Alors, on avait conseil d'administration hier. Ben oui. On était, je dis, une trentaine, puisque tout le monde est dans le conseil d'administration. Et chaque fois, donc, il y a des candidats pour l'admission, et la réflexion, chaque fois, on affine notre identité en réfléchissant, est-ce qu'un tel y rentre ou il ne rentre pas? Mais je dirais que les critères, c'est quand même, pour être dans 5C, il faut être une coopérative, donc il faut avoir une dimension économique et pas uniquement une dimension d'animateur de territoire. Donc il faut faire le pas, devenir un agent économique. Alors on a dans nos statuts des GAL on pouvait accepter des GAL ou des animateurs de territoire, mais pendant 2 ans maximum, soit s'ils n'accouchaient pas de leur coopérative, ils étaient virés. Donc voilà, ça s'est passé comme ça d'ailleurs, hein, pour certains. Donc 1, coopérative, 2, citoyenne. Donc ce n'est pas une coopérative avec 3 copains qui font leur truc, il faut un ancrage territorial vraiment en profondeur de l'action.
Et puis, alors, il y a le circuit court. Et sur le circuit court, c'est quand même de dire, ben voilà, on travaille avec plutôt du côté de l'agriculture paysanne et on travaille en direct. Et donc là, c'est des débats en interne où certains magasins coopératifs étaient quand même branchés beaucoup sur des grossistes et qui, je pense, à travers la dynamique qu'il y a dans 5C, se rapproche de plus en plus d'un approvisionnement direct vers les producteurs et des producteurs en qualité différenciée. Donc voilà, et plus on avance, là sur les 3 qui présentaient, il y en a 2 qui ont été recalés. Donc, voilà. Parce qu'on réfléchit aussi sur la structuration du territoire. Donc, ils ont été recalés, mais on leur a dit, les petits copains, il faudrait qu'on réfléchisse à tel territoire, enfin, avec les autres copains du territoire, comment est-ce qu'on peut bosser ensemble plutôt que d'être concurrents, entre guillemets, soit sur la clientèle, soit sur l'approvisionnement, hein, en allant contacter tous à plusieurs reprises les mêmes producteurs, par exemple. Ben, peut-être c'est mieux de travailler ensemble avec quelqu'un qui prend l'un ou l'autre magasin dans telle ville, l'autre qui prend la partie grossiste et approvisionnement. Donc ça, c'est important. Et alors, il y a 3 types de coopératifs. Il y a des coopératifs comme les nôtres, comme la nôtre, comme Pays Artisans, qui est une coopérative de producteurs et de consommateurs. Hein. Puis, on a des coopératives de producteurs. Ferme-en-Vie, par exemple, à Marche, où c'est 4 fermes qui se sont mises ensemble pour créer un magasin sur Marche. Et puis, il y a des supermarchés coopératifs qui sont des coopératives que de consommateurs. Comme Biscoop, hein, qui en fait partie, Vervicoop, Copeco. Mais alors, marche, si vous n'êtes pas encore en approvisionnement circuit court, avec des petits producteurs, quelle démarche est-ce que vous faites pour l'être, quoi? Progressivement, on arrive à la fin du webinaire. Donc, je vais laisser la parole à Thérèse Marie et à Benoît. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez oublié de mentionner dans ce que vous avez partagé concernant paysans, artisans ou collectif 5C? Est-ce qu'il y a une dimension? Je pense qu'on a balayé de manière assez large. Hein. On a bien insisté sur un certain nombre de valeurs, sur les éléments qui vous guident dans votre action. Donc, je vais dire un truc. Il y a la question quand même du rapport au pouvoir public, au service public. Donc, clairement, on est sur une démarche coopérative privée. Donc, on pense, moi, je ne crois pas que les pouvoirs publics peuvent porter, donc qu'un GAL ou une autre structure subventionné peut devenir un acteur économique. Ça, c'est une chose, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rôle pour les pouvoirs publics, au contraire. Donc là, nous, on travaille étroitement avec les communes, avec l'intercommunal, la région d'Amuros, qui est important. Dans le citoyenne, une de leurs difficultés, c'est leur financement, même si on peut aller, il y a un capital citoyen important qui peut être apporté, mais généralement, ce n'est pas suffisant. Donc, c'est le financement des investissements surtout. Hein. Nous, on est assez pour que l'activité se porte elle-même, mais par contre, on n'a pas de capitalisme derrière quand on doit faire des investissements, et il nous faut quand même de la réactivité, quoi, pour pouvoir servir tout le monde et pour pouvoir avancer avec tout le monde. Oui. Et donc, par exemple, le modèle de la Soexom qui est devenu Walter est un chouette modèle, quoi, où il double le capital citoyen voilà, au moment des investissements. Ça, c'est vraiment… Voilà, et alors donc les pouvoirs publics sont aussi des acheteurs, hein, donc là on reparle des cuisines de collectivités, des écoles, etc. Donc ils ont un rôle à jouer. Mais je crois à l'importance de l'émergence
d'entrepreneurs d'économie sociale pour fédérer ça. Donc, voilà. Et moi, je voulais rajouter un truc sur Tchak. Oui, vas-y. C'est vraiment un défi. On vous invite quand même à vous intéresser à l'affaire. Je pense que c'est pas gagné. Hein. On est en plein chemin là, sur Tchak. Et donc, je ne sais pas si tout le monde connaît. Donc, Tchak, la revue paysanne et citoyenne qui tranche. On a vraiment un collectif super là derrière. On a un comité de rédaction, un comité d'animation. On a toutes les organisations qui se bougent pour vraiment parler des enjeux de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation de manière générale. C'est vraiment bien que toutes vos institutions soient aussi derrière et soit par des abonnements, soit par des réactions aussi, puisqu'on a vraiment envie aussi de créer une communauté avec les coopérateurs et des abonnés, quoi. Et pour nous, ce qu'on veut, c'est que les coopérateurs attirent aussi l'attention sur telle chose, c'est qu'on enrichisse ce média ensemble pour faire connaître des initiatives super et à la fois pour dénoncer quand ça doit être, quand il y a des choses qui doivent être dénoncées. Et donc, on vous invite vraiment à devenir coopérateur et à être avec nous derrière Tchak. Voilà. Et à prendre des abonnements, plusieurs par institution, parce que vous allez vous arracher. Donc, pas un seul par institution. Là, le réseau Wallon, là, c'est au moins 3 ou 5, quoi, hein. On est déjà abonné, mais j'ai entendu le message. OK, très bien. Okay, bien. Alors maintenant, je vais peut-être demander, donc on arrive tout doucement à la fin. J'ai bien conscience qu'on n'a pas épuisé le sujet, donc si vous avez encore des questions, jetez-les vite sur le chat et on les traitera avec Thérèse-Marie et avec Benoît. Maintenant, je vais demander peut-être à Marc de nous livrer quelques réflexions suite à cette participation au webinaire. Histoire de nous illustrer, puis peut-être de mettre ça en perspective par rapport aux autres rencontres qu'on va avoir dans le cadre de la route de l'innovation. Marc, est-ce que tu es toujours là? Est-ce que je te donne la parole? Je suis là, si vous m'entendez, oui. Voilà. Salut Marc. Bonjour à tout le monde. Bon, je vais faire un commentaire sur la séance que nous allons terminer. Bon, je dis tout de suite, c'est pas une parole d'autorité, hein, c'est une parole d'observation et d'analyse qui vaut ce qu'elle vaut et ce que vous en penserez. Précaution d'usage. Et donc, la première chose, je voudrais dire, si je voulais caractériser un petit peu la démarche de paysans artisans, ce serait de dire vous êtes à la fois des radicaux et des réalistes. Et je pense, l'originalité de votre démarche, c'est d'essayer de tenir ces deux exigences ensemble. Alors, je dis radicaux, pourquoi? Parce qu'il me semble que vous avez des principes forts, un refus de travailler, enfin des principes négatifs, un refus de travailler avec la grande distribution, avec l'industrie agroalimentaire, et des principes positifs, hein. Mais avant tout parce que vous êtes un mouvement. Vous n'êtes pas seulement une entreprise, vous êtes un mouvement qui organise des bénévoles, qui organise de la formation, des activités culturelles et qui mobilise autour de ces principes. Alors ça, je pense que c'est votre côté un peu radical, avec l'idée, je pense, fondamentale derrière que votre objectif, c'est de faire changer les modes de production et les modes de consommation et de le faire ensemble avec des producteurs et des consommateurs. Et ça, je pense, c'est quand même quelque chose de fort. Dans cette dimension-là, je mettrais aussi quelque chose auquel vous êtes très attaché, c'est de garder une dimension territoriale, hein, c'est-à-dire de travailler par petits territoires, appelons ça des sous-régions, enfin appelons ça comme on veut, mais sur des petits territoires où le contact entre producteurs, transformateurs, consommateurs peut être vivant. Ce qui, évidemment, c'est une question à laquelle je reviendrai, est beaucoup plus difficile quand on se tourne vers des marchés plus larges. Bon. Donc, la deuxième chose, c'est que Tu vas demander d'arrêter je pense que tout au début,
Je vais te demander d'arrêter ta vidéo D'accord. parce que ça passe mal. Ok, est-ce que ça va mieux? Oui, j'espère. Oui. Donc, deuxième chose, vous êtes des gens réalistes, c'est-à-dire, et Benoît l'a bien dit tout au début, pour nous, il s'agit de vendre. Et c'est comme ça qu'on acquiert sa légitimité sur le terrain économique. Et donc, il s'agit de faire fonctionner un système qui répond aux principes, mais qui en même temps est efficace. Et je pense que de ce que j'ai pu en entendre, vous avez maintenant, il y a une chose sur laquelle je voudrais insister qui me paraît caractéristique de la manière dont vous êtes organisé, c'est que, comment dire ça, vous êtes très soucieux, me semble-t-il, sans toujours le dire explicitement, de préserver l'autonomie de tous les acteurs. Alors, ça se traduit comment? Ça se traduit par beaucoup de petites structures, de petites coopératives autour d'un atelier de transformation ou autour d'une filière. Ça se traduit aussi par la liberté de fixation des prix que vous avez laissée à la plupart des producteurs, à l'exception du maraîchage où vous avez trouvé une autre manière de réguler. Et donc, ce principe me semble-t-il, un peu implicite de garder à tous les acteurs leur autonomie, ça me paraît assez fondamental de la manière dont vous êtes organisé et dont on peut dire, ah oui, vous êtes plutôt une galaxie plutôt qu'une superstructure qui encadre de manière hiérarchique le système que vous avez mis en place. Bon. Et au fond, dans ce mode d'organisation où vous préservez pas mal, je pense, l'autonomie de tous les acteurs, y compris d'ailleurs des consommateurs, hein, auxquels vous laissez le choix, en même temps, vous faites fonctionner un principe de coopération entre les différents acteurs, entre les différents chaînons des filières avec lesquels vous travaillez. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très caractéristique et de très innovant que de réussir à faire fonctionner un système où il y a quand même beaucoup d'acteurs, tout en préservant, je pense, assez largement leur autonomie. Alors, ça a peut-être des raisons économiques aussi, mais je pense que ça permet aussi de donner beaucoup de souplesse à votre fonctionnement et à votre organisation. Alors, mon troisième commentaire, ce sera peut-être plus sous forme de question. Hein, on a évoqué, bon, c'était moi qui posais la question, quid du marché des grandes villes? Je serais assez d'accord pour dire que ça devrait partir des villes, mais ce sera forcément plutôt des consommateurs, que des consommateurs s'organisent et accueillent peut-être des points de ralliement ou des points de vente coopératifs. Mais je pense qu'il y a peut-être parfois une sous-estimation du potentiel qui existe à ce niveau-là dans un certain nombre de quartiers. Ma deuxième peut-être question, c'est un peu la question des labels. Je comprends très bien que votre choix ne soit pas de privilégier des labels existants, précisément parce que vous voulez garder à vos différents acteurs une autonomie assez grande et finalement les labels, ça contraint quand même. Mais je me demandais si vous avez déjà pensé à des formules de garantie participative qui ont été développées dans certains pays du Sud ou même dans certains pays du Nord, où au fond la garantie de la qualité, elle est fournie par des démarches collectives de consommateurs et de producteurs pour évaluer et certifier des producteurs sur leur qualité et sur leur dimension artisanale que vous tenez beaucoup à préserver. Et enfin, bon, ma dernière question, c'est plus une observation, mais je pense qu'une de vos originalités aussi, c'est de travailler et d'avoir réussi à nouer des partenariats avec des acteurs publics
que ce soit des communes, des intercommunales, des CPS, pour développer votre réseau et pour financer vos investissements. Et je pense que vous avez bien expliqué à la fin selon quelle logique vous concevez ces partenariats, c'est-à-dire que vous voulez garder votre autonomie et vous voulez préserver l'autonomie de vos partenaires et de vos membres. Voilà, bon, j'en ai terminé. Je ne sais pas si ça suscite des réponses ou des questions, j'en sais rien. Voilà, merci. Merci Marc. Ben, éventuellement, est-ce que ça suscite une réaction de votre part, Thérèse-Marie ou Benoît, ou on garde ces questions et on y répondra plus tard? Votre micro est fermé. Hein. Voilà. Donc, sur les labels, hein, ce qu'on pense, c'est qu'à partir du moment où on est sur en circuit court, quand même sur une république de petite taille, tout le monde connaît tout le monde. Ou en tout cas, c'est notre job. De créer de l'intelligence entre producteurs et consommateurs, entre producteurs eux-mêmes, et qui se connaissent. À partir de là, on peut davantage faire confiance à ce que les gens disent. Ils mentent, ils sont morts. Donc, on n'a pas besoin de label. Beaucoup moins besoin de label. Et ça, le circuit court en lui-même est déjà un système de garantie participative, même s'il n'est pas organisé. Donc, alors, on a déjà pensé à ça, hein, mais on n'a pas envie de mettre en place des usines à gaz, c'est notre côté réaliste aussi, sans doute. Par contre, sur les CCC, le réseau de magasins en circuit court, on se dit que ce serait bien qu'il y ait là un contrôle quand même fait par les pairs. Donc, et alors sur les producteurs, on demande l'avis aux producteurs sur l'entrée d'un nouveau. Et généralement, les producteurs connaissent leurs voisins. Sans qu'il y ait... Alors, on n'a pas été jusqu'à organiser des visites, etc. Voilà. Moi, je voulais peut-être ajouter 2-3 choses. On n'a peut-être pas assez insisté sur le côté on a insisté sur le côté mouvement, mais peut-être pas du collectif. Ici, on a plein de jeunes avec nous qui portent aussi l'affaire, et notamment paysans artisans sur le plan opérationnel. Et donc, on a des jeunes qui sont là depuis quand même 2, 3, 4 ans et qui vraiment sont super et sont là. Donc, on n'est pas, c'est quand même beaucoup Benoît ou moi qui faisons les coms, mais franchement, il y a de la jeunesse derrière et ça, c'est chouette. On n'a pas non plus parlé trop de notre côté économie sociale. On a un peu parlé de la formation, mais on a vraiment envie de casser le modèle de l'entreprise de manière générale en se disant que tout le monde a vraiment une place à jouer dans cette société et donc de laisser la chance à des personnes qui sont plus éloignées de l'emploi au départ à pouvoir émerger. Donc, on a quand même pas mal de contacts avec les CPS du coin. On a des personnes qui sont en insertion en Arctique 60, mais qu'on engage après. Donc, on vient de faire ici, hier, notre 5e engagement de personnes qui a fait un passage CPS avant. Et donc, voilà. Et alors, le côté contact acteur public, et ça a un lien avec les CPS, ben, on n'est pas tout jeune, donc on a le passé qu'on a. Mais ça nous paraît depuis le départ important d'avoir du respect pour les gens qui mènent la barque, que ce soit au niveau communal, au niveau provincial, régional, dans les intercommunales et tout ça. Donc, on doit travailler avec en trouvant chacun sa place. Mais comme tu le disais, Marc, vraiment, ce qui nous semble important, c'est qu'on ne va pas vendre notre âme, quoi. Et donc, qu'on garde notre autonomie, qu'on sait où on va, ou en tous les cas, on construit cette ligne ensemble tout le temps. On avance en marchant, on analyse parfois après avoir fait. Mais l'idée, c'est de dire qu'on sait sur quelle ligne on est et on ne déviera pas trop, en tous les cas. Parce qu'il y a telle ou telle chose qui se passe autour. Mais voilà, mais avec du respect quand même pour les gens qui sont
à des places qui ne sont pas toujours faciles à occuper. Ok, bah écoute, merci à toi, Thérèse-Marie, merci à Benoît. Bah, je pense que bah voilà, vous avez rempli cette matinée avec pas mal de pistes de réflexion, de valeurs qui vous sont, des valeurs très fortes qui vous sont propres, que j'espère un maximum partage. Donc voilà, un exemple de circuit court et de système de galaxies circuit court qui fonctionne, qui avance pas à pas, mais qui consolide le secteur et qui, j'espère, a un long avenir devant lui. Donc maintenant, je vais passer à la toute dernière partie parce qu'il nous faut évaluer un petit peu cette rencontre. Donc, je vous propose de vous connecter sur Mentimeter et de pouvoir répondre rapidement aux questions qui vous sont posées. Ça nous permettra, nous, de pouvoir faire en sorte que les deux étapes complémentaires qui arrivent avec Réseau Solidairement et avec Ferme en Vie soient aussi dynamiques et réussies que possible. Donc, je vous invite à vous connecter à cette adresse-là et d'entrer le code et d'évaluer sur base de ce qui va apparaître maintenant sur l'écran. Et en tout cas, je remercie énormément Thérèse-Marie et Benoît de manière à, en tout cas pour tout ce qu'ils ont apporté aujourd'hui en termes de réflexion et d'éléments d'information concernant le circuit court et ce qu'ils mettent en place. On sera certainement amené à se revoir. Donc, je répète, n'hésitez pas à poursuivre et à nourrir le fil des questions ou des réflexions que vous avez sur le sujet. On les traitera au-delà de cette réunion. Donc, voilà. Vous avez voté. Deuxième étape. Je ne vois pas de commentaires apparaître. Soit ça ne fonctionne pas, soit personne n'a un commentaire à faire. Xavier, apparemment, les gens ne voient pas où voter. Pour voter, certains ont déjà voté. Hein. Et pour la phase suivante, bon, il y a manifestement un problème. Ah. Ok, ça apparaît. Voilà, bah écoutez, moi je vous remercie pour cette matinée riche. Je vous invite aussi, bien entendu, à suivre les autres étapes où on va continuer à explorer différentes initiatives en matière de circuit court. Donc, le 28 prochain, si je ne m'abuse, il y aura le témoignage de Réseau Solidairement et le 1er octobre, il y aura le témoignage de Ferme en Vie. Donc, ce sont deux membres d'ailleurs du collectif 5C qui, je pense, compléteront notre réflexion sur le sujet. Je vous invite, bien entendu, comme je l'ai demandé, à nous transmettre vos fiches reporters à l'adresse qui vous avait été indiquée
au niveau du mail qui vous a été envoyé lorsque vous vous êtes inscrit. Voilà, et on reviendra certainement vers Thérèse Marie et vers Benoît avec les réflexions qui seront menées par le collectif. Et on continuera à suivre ce qui est leur aventure qui c'est pas bête. C'est pas nominatif. Je vous souhaite un bon après-midi et rendez-vous à l'étape suivante. Merci à vous. Merci, bon après-midi. Merci encore à vous, Thérèse Marie et Benoît. Merci à Marc. Oui, merci aux intervenants. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir.